Normalement, c'est tout bon. Et on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous. Merci de vous être connectés ce soir pour cet atelier avec le docteur Olivier Jourdain qui portera sur la vaccination HPV. Donc, on a prévu quelques questions à le docteur Olivier Jourdain, mais bien sûr, tout au long de l'animation, n'hésitez pas à lever votre petite main jaune ou à intervenir dans le chat pour questionner le docteur Olivier Jourdain sur des sujets qui vous intéressent. Et bien entendu, on prendra maximum de questions tout au long de la session. Donc, Olivier, peut-être avant de commencer, je vous laisse vous présenter. Vous m'avez envoyé une petite présentation qu'on va pouvoir afficher également. Oui, bonjour Younes, bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation. Alors moi, je suis Olivier Jourdain, je suis chirurgien gynéco à Bordeaux et je m'intéresse à l'HPV depuis longtemps. Je fais de la chirurgie cancéro, j'étais formé à ça et puis quand le vaccin est sorti, j'ai trouvé que c'était un truc extraordinaire. Donc je me suis formé un peu en vaccino et puis très vite, on m'a demandé de faire des petits topos à droite et à gauche. Et puis très vite, on m'a dit, mais le problème du papillomavirus, c'est que c'est un bon vaccin, mais les gens ne veulent pas. Donc je me suis intéressé un petit peu au mouvement anti-vax. J'ai même commis un livre à ce sujet-là qui s'appelle Enquête au pays des anti-vax, qui est sorti chez Plomb en 2021. Et puis ensuite, l'idée n'étant pas de rester à observer les anti-vax, mais j'ai beaucoup milité pour la vaccination en milieu scolaire. D'abord en Aquitaine, également ensuite au niveau national. Et alors que l'Aquitaine était à l'époque désignée comme région pilote, je me suis retrouvé à postuler avec le groupe dans lequel je travaille, qui est un groupe de cliniques, qui est le plus gros groupe français, qui s'appelle Elsan, où on a monté des projets, on a répondu à des appels à projets en région pour des centres de vaccination scolaire. Et je suis le directeur médical de 3 centres de vaccination scolaire en Nouvelle-Aquitaine. Du coup, j'ai beaucoup travaillé le sujet de cette vaccination scolaire, qui est quand même une vraie actualité. Alors, il va falloir m'interrompre parce que j'ai tendance à être un peu bavard. Donc, Younes, c'est le maître du temps. Il ne faut pas hésiter à m'interrompre. Hein. Et même chose pour ceux qui veulent poser des questions. Alors, en fait, j'ai préparé un petit peu trois dimensions sur les actualités. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont parmi vous déjà très bien affûtés sur l'HPV. Donc, j'ai intitulé ça actualité parce que je pense qu'on ne va pas tout reprendre à zéro. Donc, on va faire un petit point sur les actualités sur les maladies HPV dépendantes. Et puis ensuite, un petit tour sur la campagne scolaire qui est en cours et pour laquelle je me suis beaucoup impliqué et où je pense avoir peut-être des petites infos à vous faire passer. Et puis ensuite, sur la vaccination de l'adulte, c'est d'actualité parce que la vaccination de l'adulte, vous savez que il y a une demande d'AMM qui a été déposée pour une vaccination jusqu'à 26 ans et chez la fille comme chez le garçon. Et c'est quelque chose qui me paraît intéressant. Et puis, s'il y a des questions, surtout, il ne faut pas hésiter. Hein, allez-y à fond. Alors, voilà. Alors, je vais partager mon écran et on va tout de suite embrayer sur le premier sujet qui nous intéresse, à savoir les effets d'HPV. Et on parle de HPV pour cancer du col de l'utérus, mais c'est bien plus que ça. Docteur Villey, si vous pouvez couper votre caméra, ce serait parfait. Hop. Alors, juste un petit mot de remerciement en préambule, en attendant que les diapos arrivent. J'ai des amis qui m'ont aidé, à qui j'ai piqué des diapos. Sylvie Collet, qui est la responsable de l'ARS à Nouvelle-Aquitaine de la vaccination scolaire, avec qui je travaille quasiment, pas au quotidien, mais en tout cas de manière hebdomadaire depuis presque un an. Philippe Descamps, j'ai aussi piqué des infos dans les topos de Nicolas Le Boulanger, que vous connaissez peut-être, le Necker, de la qui est pneumologue, parce qu'il y a des petites infos qui sortent là-dessus. Voilà. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ouais, pour moi, ça a l'air bon. Super. Eh bien, écoutez, on commence avec la première thématique, donc HPV et ses conséquences. Voilà, alors l'idée, c'est que maintenant, il faut que les choses soient bien claires dans l'esprit des gens, ce qui n'est pas encore le cas, on l'a vu encore récemment, c'est que les cancers dus à HPV, il n'y a pas que le cancer du col de la femme, il y a tout un tas de cancers dans la sphère génitale, l'utérus, le col, la vulve, le vagin et l'anus. Et là, très clairement, c'est les sérotypes 16-18 qui prédominent à la fois en termes de fréquence, mais aussi en termes de gravité, d'agressivité
et de risque par rapport à l'infection HPV, le risque oncogène. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout l'oropharynx. Et là, l'oropharynx, maintenant, ça commence à être bien mieux connu qu'au moment du lancement du vaccin. Ça représente à peu près 30% des cancers viraux induits par HPV. Et pour le coup, là, il y a une prédominance chez les garçons, hein, chez les hommes. Il y a eu d'ailleurs des cas qui ont été médiatisés avec des people, hein, je pense à Michael Douglas, mais aussi à d'autres. Alors que, par contre, l'anus, c'est un cancer qui est plutôt prédominant chez la femme. Et puis, il y a tout un tas de pathologies bénignes qu'il ne faut pas oublier, parce que même si ce n'est pas des cancers, c'est quelque chose qui représente une charge de pathologique et une charge de soins qui est quand même forte, hein. Les verrues vulgaires, les condylomes, hein. Je vous rappelle que les condylomes acuminés, c'est 100 000 nouveaux cas par an en France, hein. Donc c'est quelque chose qui est très important. Alors effectivement, on ne meurt pas de ça, mais voilà, on connaît tous des gens qui en ont eu, et c'est quand même une charge importante. Et puis il y a des trucs beaucoup plus rares, comme la papillomatose laryngée. Je vais y revenir parce qu'il y a quelques nouveautés sur ce point-là. La suivante, Younes. Voilà. Alors, il se transmet essentiellement des contacts sexuels, mais pas nécessairement par une pénétration, ce qui est la raison pour laquelle le préservatif ne protège pas. Je pense que tout le monde sait ça. C'est bon de le rappeler parce que pour avoir été dans des écoles vaccinées, je crois que le message n'est pas encore passé dans la population en général. Donc la transmission indirecte est possible, et il y a une transmission verticale rare, mais possible, mère-enfant au moment de l'accouchement. Ça a été une des causes, mais vous allez voir que ce n'est pas la seule, de l'origine de la papillomatose laryngée juvénile. La suivante. Alors, une info qui n'est peut-être pas encore totalement non plus bien perçue, c'est que les hommes sont plus réceptifs à la contamination HPV, c'est-à-dire qu'il leur faut moins de rapports contaminants. Alors la contamination n'est pas à chaque rapport, hein. Il faut, enfin, le risque est moins important, par exemple, que pour le HIV, qui a une contamination extrêmement forte et qui nécessite une pénétration et un contact muqueux. On voit que la transmission de l'HPV est totalement différente, hein, et les garçons se contaminent plus vite et ont plus de risques avec un seul rapport contaminant d'être infectés que les femmes, probablement par rapport à la qualité et à la nature différente des muqueuses qui sont en jeu. La suivante. Voilà, et puis les hommes, ils ont, semble-t-il, une moins bonne immunité. Alors ça, c'est un point important, je pense que vous le savez tous, mais ça vaut le coup d'être rappelé parce que c'est aussi une notion qui est absente dans l'inconscient général. C'est que l'immunité des hommes est un peu moins bonne, et surtout l'immunité naturelle de la maladie est très faible. C'est une maladie qui est très peu immunisante, et beaucoup moins que le vaccin lui-même, hein, puisque le vaccin déclenche une immunité humorale qui n'est pas la même du tout que celle de l'immunité muqueuse de l'infection naturelle, et donc l'immunité déclenchée par le vaccin est bien plus puissante, ce qui, pour un bon nombre de gens de la population, est un peu contre-intuitif, et c'est quelque chose qui, je crois, mérite d'être rappelé. La suivante. Voilà, alors l'histoire naturelle, on la connaît, hein, c'est assez simple. La contamination a lieu assez rapidement, hein. On pense qu'à 26 ans, c'est des études françaises, hein, à 26 ans, il y a à peu près entre 80 et 85% des filles comme des garçons qui ont été en contact avec au moins une souche de papillomavirus. Bon, par contre, et ça c'est intéressant aussi à savoir, ça a des études qui datent du quadrivalent, à 26 ans, il n'y a que 1% des adultes, femmes et hommes réunis, qui ont été en contact avec les 4 souches qui étaient celles du quadrivalent de l'époque. Ce qui veut dire que potentiellement, l'efficacité est potentielle jusqu'à cet âge-là, et c'est un argument sur lequel on va revenir sur la vaccination de l'adulte. L'idée, c'est qu'à 26 ans, il y a encore 99% des gens qui peuvent bénéficier de la protection vaccinale pour au moins une souche. La suivante. Voilà, allons-y, on va avancer. Alors, les cancers, c'est 6004 cancers au total. Voilà.
L'essentiel, c'est la moitié, c'est à peu près les cancers du col de l'utérus, 3000 cancers du col de l'utérus. Le reste, c'est les cancers ORL, c'est 1300 chez l'homme, 300, 400, 400 chez la femme à peu près. Après le reste, l'anus et le vagin, c'est plus rare, mais c'est pas négligeable non plus. Et il y a un élément qui est important, je crois qu'il y a une diapo après juste derrière là-dessus, c'est que par exemple la charge de la conisation, alors c'est pas celle-là que je voulais, mais c'est pas grave. En France, il y a à peu près 36 000, 35-36 000 conisations par an, qui sont évidemment des femmes qui n'ont pas de cancer, mais c'est quand même quelque chose de très très répandu, c'est énorme. Et au-delà de la charge de soins que ça représente aussi des risques par rapport aux grossesses ultérieures, des risques d'infertilité un peu, d'accouchement prématuré, de rupture des membranes. Et donc, ça présente aussi un risque, un problème de santé publique, ces lésions précancéreuses du col. Et ça doit rentrer évidemment dans les risques et dans les raisonnements de santé publique qu'on doit faire en face de l'infection HPV. La suivante. Voilà, c'est celle-là auquel je pensais. Donc vous voyez, on est sur le cancer du col, 1000 décès, 3000 cancers, 36 000 conisations, 370 000 colposcopies, 5 millions de frottis. Donc ça fait quand même ça représente quelque chose de très important en termes de santé publique. Et c'est stable, hein. Hélas, le dépistage, vous le savez, qui a été quand même et qui est toujours quelque chose de très intéressant et qui a changé depuis 2019 avec les recours sur le test HPV primaire. Ça représente quand même une énorme charge à la fois médicale mais aussi financière. La suivante. Alors l'histoire du cancer du col, elle est intéressante parce que, et c'est ça qui permet d'avoir une stratégie de dépistage, c'est qu'il y a des précurseurs précancéreux obligatoires. Et donc, en d'autres termes, il y a des états précancéreux qui sont indispensables dans l'évolution de la carcinogénèse entre le col sain et le cancer infiltrant, ce qui permet d'avoir la possibilité d'en faire le dépistage et le diagnostic avec le frottis. Puis, alors, en gros, les recours, vous les connaissez tous, c'est le test HPV primaire entre 30 et 65 ans, et puis la cytologie réflexe sur le même prélèvement en suivant, et en fonction des résultats, colposcopie, et puis des prises en charge adaptées avec des recours qui sont maintenant bien précises et bien connues. La suivante. Voilà, alors là, c'est ça l'idée, et c'est ça l'idée, et qui souligne encore plus l'intérêt de la vaccination, c'est que vous voyez que depuis 2005, alors 2005, vous voyez que c'est la sortie du vaccin, mais vous voyez que l'incidence n'a pas vraiment baissé en France, si ce n'est quand même, et c'est ça qui est un tout petit peu rassurant, c'est que vous voyez, pour les moins de 25 ans, c'est la ligne bleue là, qui est dans le tiers inférieur du graphique, là. Il y a une petite baisse du taux d'incidence des lésions précancéreuses chez les femmes de 25-44 ans. Autant dire que pour l'instant, c'est à l'échelon de la France, c'est pas le cas en Norvège, c'est pas le cas en Australie. À l'échelon de la France, c'est une corrélation. Il n'y a pas pour l'instant de démonstration à l'échelon de la France, mais au vu des couvertures vaccinales, il fallait pas s'y attendre. Mais on voit quand même qu'il y a un infléchissement et on espère bien pouvoir démontrer assez vite que cette corrélation correspond à une vraie relation de causalité. Mais vous voyez qu'on n'y est pas et que donc il y a encore beaucoup de travail sur la prévention du cancer du col en France. Voilà, donc on en parlait tout à l'heure, les lésions précancéreuses du col, c'est du précancer, mais c'est aussi un risque pour la prématurité, un risque pour la rupture des membranes et un risque aussi, là c'est pas sur le diapo, mais il y a des problèmes de cervicaux qui peuvent être associés à un certain nombre d'infertilité, en particulier pour les problèmes de glaire cervicale. Effectivement, si on n'a plus de col, c'est pas illogique de penser que la glaire cervicale est de moins bonne qualité et que donc on peut dans certains cas avoir des difficultés à avoir une grossesse. La suivante. Alors, le cancer de l'anus, il est également en augmentation.
Donc vous voyez, c'est la ligne tout en haut, hein. Donc ça c'est le cancer de l'anus aux États-Unis. C'est quelque chose qui a tendance à augmenter. Et les cancers de l'anus sont pas tout à fait tous, mais quand même en très grande majorité HPV induits. Et alors je ne sais pas si elle a été mise en ligne, Jean-Marie est là, mais moi on a eu des témoignages de femmes qui avaient des cancers de l'anus et qui sont absolument ahurissants sur la stigmatisation que ça peut produire au niveau social, au-delà du traumatisme de la maladie, mais aussi de son traitement. Parce que c'est parfois, que ce soit sur les traitements chirurgicaux ou radiothérapie, c'est extrêmement délabrant, extrêmement agressif, et ça laisse souvent des séquelles assez sévères. Donc, même si c'est pas ultra fréquent, je pense que c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier et on doit pouvoir y penser. Alors, vous voyez, il y a les autres cancers de la sphère génitale, hein, sur ce graphique, mais vous voyez que ça bouge pas et que ça mérite là aussi de s'y intéresser. Bon, je ne vais pas vous faire de topo. J'ai vu qu'il y a d'éminents chirurgiens dans l'Assemblée, mais la chirurgie de la vulve, c'est quelque chose qui est dramatique, hein. C'est très, très délabrant et c'est vraiment terrible. La suivante. Alors, les cancers, enfin, les cancers ORL ne sont plus seulement d'origine alcoolo-tabagique, ça maintenant, on le sait tous, hein. Ça représente les cancers, ça représente entre 14 et 15 000 cas par an en France en 2015. Les cancers HPV dépendants, c'est l'oropharynx, hein. Et notamment l'amygdale, la base de la langue. Donc, c'est cette partie-là du larynx qui est touchée. Ils ont plutôt une tendance à être un peu moins virulents et à être un peu plus faciles à traiter que les cancers d'origine alcoolo-tabagique. Bon, ce qui ne veut pas dire que c'est sympa de les avoir, mais du coup, oui, c'est des cancers qui sont un petit peu différents et qui sont clairement en augmentation. Dépistage impossible. Alors les ORL, je pense que vous connaissez tous les ORL qui travaillent sur le sujet, Migrani, Erwan de Monès, enfin, ils essayent avec de grandes difficultés de faire des tests parce que c'est des organes qui sont plus difficilement accessibles. Et pour l'instant, il y a des protocoles de recherche, hein, en cours sur des tests HPV, hein, sur l'ORL, mais pour l'instant, il n'y a pas de données qui permettent de les utiliser en routine. Et donc, en pratique, aujourd'hui, pas de dépistage sur les cancers de l'oropharynx. Voilà, donc les amygdales, la base de la langue, voilà. La suivante, joli dessin, merci Erwan. Les verrues génitales, alors les verrues génitales, on en a parlé, c'est très fréquent, ça retentit sur la qualité de vie. Alors on a beau mettre l'Aldara, le laser, mais bon, c'est pas très agréable, hein. Moi, j'ai des patientes que je traite quasiment quotidiennement avec du laser et même si c'est pas très grave et c'est très désagréable. Et puis il y a des patients, par exemple, comme je pense au HIV, hein, où quand ils commencent à avoir un HPV 6 ou 11, hein, parce que alors, les verrues génitales, c'est du 6 et du 11, avec le laser, pour les HIV, on court derrière et généralement, on a de grandes difficultés à rattraper leur maladie HPV génitale. La suivante. Alors, la papillomatose respiratoire récurrente, c'est finalement une maladie bénigne, hein, qui est assez rare. Il y a la forme juvénile dont on parlait beaucoup jusqu'ici, qui se manifestait dans l'enfance et qui était attribuée à une contamination verticale, mais enfin au moment de l'accouchement. La nouveauté, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui pensent qu'il n'y a pas que la contamination verticale, qu'il y a probablement des contaminations par d'autres modalités, probablement par des transmissions cutanées, c'est important parce que pour en connaître quelques-uns qui sont touchés par cette maladie, le fait d'avoir une contamination verticale, c'est quelque chose qui est très stigmatisant et qui jusqu'ici était considéré comme absolu, mais en fait, il y a d'autres modes de contamination sur cette papillomatose laryngée qui consiste en fait à l'apparition de condylomes ou d'équivalents sur les cordes vocales.
Ça, c'est la première chose. C'est bénin, mais ça peut être très grave parce qu'il y a des asphyxies, hein. C'est un diagnostic qui n'est pas souvent fait d'emblée. Ça nécessite des consultations ORL et souvent d'ORL un peu spécialisées. Et il s'ensuit par derrière des traitements qui sont itératifs, hein. Les papillomatoses laryngées juvéniles, c'est du laser ou de la chirurgie quasiment tous les ans, ad vitam, hein. Donc c'est quand même extrêmement pénalisant. La suivante. Alors la nouvelle forme, c'est la papillomatose respiratoire récurrente qui descend. Alors non, je les ai sautés les autres pour raccourcir, mais on s'est aperçu que quand on descend en bronchoscopie chez ces gens-là, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a du papillomavirus plus bas dans les bronches, avec des phénomènes de papillome, en tout cas dans toutes les grosses bronches, donc bien au-delà de la trachée, et que donc le papillomavirus descend dans les poumons. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas encore très très bien documenté, qui n'était pas très très bien médiatisé en tout cas. Et puis, il y a des gens, et ça, c'est des données que j'ai piquées à Jacques Cadranel là, dans un topo qui nous a fait là, il y a quelques semaines, où on commence à chercher l'HPV dans les poumons, et en particulier dans les tumeurs malignes des poumons, et on en trouve. Alors là aussi, pour l'instant, soyons prudents, hein, je ne vous dis pas qu'il y a un lien de causalité entre les cancers du poumon et l'HPV, mais par contre, il y a très clairement une corrélation qui n'est pas totale, mais vous voyez que il y a un odds ratio quand même à 4,7, hein, donc c'est quand même pas négligeable. Et il y a des gens qui commencent à s'intéresser à l'oncogénèse du cancer du poumon et un lien éventuel avec l'HPV. C'est une hypothèse de recherche, mais qui me paraît être intéressante et on attend avec impatience les résultats des travaux qui sont en cours, qui seront peut-être pas très rapides, hein. Moi, ça me rappelle, et certains d'entre vous ici l'ont connu, les travaux qui ont conduit à l'attribution des cancers du col à HPV, hein, et je pense particulièrement à nubiaminose, hein, qui a été une des principales à travailler là-dessus. Ça a pris du temps. Je ne sais pas si ce sera la même chose dans le poumon. Il semblerait que la corrélation se fait avec toutes les histologies et pas uniquement épidermoïdes, hein. Pour mémoire, vous le savez, pour le cancer du col, l'essentiel des cancers sont épidermoïdes, mais les adénocarcinomes sont aussi HPV dépendants. Il semble que là aussi, dans le cancer du poumon, ils se sont portés surtout sur les épidermoïdes, mais que le HPV peut être présent aussi dans d'autres types histologiques. La suivante. Et voilà, donc sur la charge de la maladie virale, c'est tout ce que je voulais vous dire. Peut-être si vous avez, on peut faire une petite première sommée de questions avant que tout le monde s'endorme, peut-être, Younes, je sais pas ce que... On va faire une première session de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à lever vos petites mains. Je vous donnerai la parole avec grand plaisir. Avant qu'on aille sur la prochaine thématique qui concernera la campagne de vaccination dans les collèges que le docteur Olivier Jourdain a menée en Nouvelle-Aquitaine. Donc, je donne tout de suite la parole. Est-ce qu'il y a des questions en particulier? Richard Villet, allez-y, je vous en prie. Excusez-moi, voilà, je mets mon micro. Mais je voudrais féliciter Olivier pour sa présentation très claire et très complète. Je voudrais juste rajouter une petite chose, Olivier, que j'ai bien connue par mon pratique. C'est dans l'ORL, il y a une chose assez particulière, c'est que ces rares cancers sont parfois révélés par des adénopathies cervicales et qu'il faut expliquer. Ça, il y a une campagne qui est maintenant un peu bien faite avec les généralistes, c'est de dire, devant une adénopathie cervicale, pas hésiter à la biopsier. Et alors, c'est amusant parce que, comme tu l'as très bien dit, ce sont des cancers avec des ganglions positifs, mais qui ont un pronostic de bonne qualité, ce qui n'était pas du tout le cas des cancers alcoolo-tabagiques. Voilà, c'était plus une remarque qu'une véritable question. Merci en tous les cas pour cette belle présentation. Merci Richard. Oui, alors, sur le plan des symptômes ORL, il y a un truc qui est très intéressant aussi, ça c'est Erwan Lemonès avec qui je travaille, qui est un Bordelais, hein, qui est un PU d'ORL à Bordeaux, qui travaille beaucoup sur HPV. C'est qu'un des symptômes les plus fréquents au niveau ORL, c'est l'impression d'avoir quelque chose dans la gorge comme un corps étranger qui persiste. Le symptôme classique, hein, c'est la feuille de salade qui a l'impression d'être restée coincée. Ça, c'est pas une feuille de salade, hein. Ça peut être une petite lésion ORL qui démarre
Et c'est un symptôme parmi les plus fréquents, enfin, selon les ERL. Alors, je n'ai pas d'expérience personnelle, hein, je ne fais pas d'ORL, vous en doutez bien, mais mes copains ERL m'ont signalé ce détail qui est parfois, parce que c'est un symptôme relativement banal en fait, hein, et en fait, je crois qu'il ne faut pas trop hésiter dans ce cas-là à aller voir un ORL si la feuille de salade a tendance à rester un petit peu plus longtemps que quelques heures. Alors, sur le... Pardon Olivier, je vous ai coupé. Non, je t'en prie, vas-y. Jean-Marie avait une question. Alors, Jean-Marie, quel est le message principal pour convaincre les familles pour la vaccination, tu veux dire, Jean-Marie? Oui, oui. Enfin, comment dire, pour leur expliquer que le HPV, c'est pas un truc anodin, que c'est un virus sérieux. Et je crois que c'est le virus de plusieurs cancers, hein. Alors, c'est le message des autorités de santé, mais je crois que c'est vrai. Parce que un des enjeux maintenant, quand même, c'est surtout de convaincre pour la vaccination des garçons. La vaccination des filles, je crois que ça commence à être déjà pas mal passé dans les mœurs. Et on a du mal sur la vaccination des garçons. C'est un peu le cas d'ailleurs dans la vaccination scolaire. L'idée, c'est de dire qu'on protège sur 4 cancers, hein, et puis aussi sur des maladies bénignes qui sont des maladies pénibles, hein. Je veux dire, je crois qu'il faut être clair, hein. Donc le message, il est là, hein. Et puis que sur la sécurité, je vais pas y revenir, je crois que ce n'était pas tout à fait le sujet qu'on m'avait demandé de traiter, mais sur la sécurité, on n'a plus aucun doute par rapport à ça. Hein. Alors, attention, méfions-nous du discours, hein. L'idée de dire qu'il n'y a pas d'effets secondaires, si, il y en a, bien sûr, mais c'est des effets secondaires classiques, la douleur, point d'injection, des fébricules, des malaises vagos après la piqûre, etc. Mais c'est des choses de cet ordre-là. Et très clairement, pour toutes les conséquences qui ont été évoquées à moyen et long terme, hein, maladie de système, auto-immune, etc., maladie neurologique, Guillain-Barré, tout ça, maintenant on est très largement rassuré avec des études extrêmement robustes, hein. Alors je sais que ça c'est un discours qui passe pas forcément bien dans la population. Ce qui passe le mieux, à titre personnel et en tête-à-tête dans une consultation, c'est, moi j'ai 3 enfants, et je les ai vaccinés dès que le vaccin est sorti. Et sur les 3, il y a 2 garçons, et je les ai vaccinés aussi d'emblée, dès le départ, parce que je pensais que c'était important pour eux, la fille comme les 2 garçons, et que c'était important aussi pour leurs partenaires, et qu'il me paraissait important de le faire. Et je pense qu'à titre, dans un débat personnel, en tête-à-tête dans une consultation, je pense que c'est un des arguments qui probablement porte le mieux. Merci beaucoup. Alors, je vous demande un petit mot sur les taux d'adhésion au dépistage proche d'âge. Ouais. Là, c'est assez décevant, malgré tout, hein, parce qu'on a fait, alors j'ai parlé du test HPV qui est devenu recommandé en 2019, mais il y a aussi toutes les structures d'organisation de dépistage organisées, avec des invitations à rencontrer des professionnels de santé pour faire des prélèvements. Avec aussi, ça va être renforcé là dans les mois qui viennent, c'est les problèmes d'autoprélèvement, parce que vous savez qu'il y a des territoires, et c'est le cas, moi je m'occupe un peu aussi du dépistage en Aquitaine. Par exemple, moi j'ai un département en Aquitaine, c'est la Corrèze. Il y a sur la liste le répertoire des ressources qui est fourni aux femmes qui reçoivent des invitations à se faire dépister pour le cancer du col, il y a 2 préleveurs. Donc évidemment, dépister voilà. Donc il y a, je pense, la place, au vu de la démographie médicale et des difficultés de cette démographie qui touche un certain nombre de territoires, sur l'autoprélèvement. Malgré tout ça, on est à 60%, et on ne décolle pas des 60%. Voilà, alors c'est bien. Si on s'intéresse un peu aux catégories, à l'intérieur alors il y a les tranches d'âge, mais il y a aussi surtout les catégories socio-professionnelles, et c'est clairement les SP+, c'est les CSP+, qui sont le mieux dépistés, alors que ce n'est pas forcément eux qui sont le plus touchés. Donc du coup, ça plafonne très clairement, le dépistage plafonne, malgré les campagnes de dépistage organisées. Alors on a un petit peu d'espoir avec l'HPV, parce que c'est plus simple, parce que ça peut se faire en auto-prélèvement. Il y a des tas de pays où ça se fait, hein, parce qu'il y a des pays où il n'y a pas de ressources, et donc ils sont obligés ils ont développé une stratégie d'autoprélèvement. Je pense qu'en France, c'est peut-être pas intéressant partout, mais je pense qu'il y a des questions à se poser à ce sujet. Ouais. Merci beaucoup, Olivier. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir passer à la suite. Oui. Peut-être, donc, Olivier, vous avez coordonné une partie de la campagne de vaccination dans les collèges en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Je vais juste partager de nouveau mon écran, parce que vous avez des slides à nous. Alors l'idée, c'est que on a la chance d'avoir un directeur alors voilà. Alors, attends, si tu peux me remettre un peu plus en avant.
En Aquitaine, on a réfléchi bon, on a été convaincus, enfin moi j'étais convaincu depuis très très longtemps de l'intérêt de la vaccination scolaire. Vas-y, on voit la suivante, Younes. Et donc, on a un directeur de l'ARS, Benoît Elbod, pour ne pas le citer, qui est quelqu'un qui a très vite compris l'intérêt de ça dans l'ensemble de la santé de la femme, et sur lequel on a travaillé là-dessus depuis presque 3 ans. Hein. Donc voilà, et il a annoncé, il m'a fait l'honneur de venir annoncer à un congrès que j'organise et auquel certains d'entre vous ont déjà participé, qu'on allait avoir dès 2021. Il a fait l'annonce à Bordeaux d'une campagne de vaccination scolaire en Nouvelle-Aquitaine. Et on a démarré à ce moment-là à travailler dessus, donc un petit peu avant tout le monde, parce que la campagne nationale et sa mise en œuvre n'a été que beaucoup plus tardive. Alors le raisonnement, c'est quoi? Ben, le raisonnement, alors j'ai un grand respect pour le Turkménistan et l'île de Malte, mais vous voyez qu'en gros, là, les colonnes oranges, c'est les pays qui participent à une campagne de vaccination scolaire, qui organise une campagne de vaccination scolaire. Et les pays qui sont en vert sont ceux qui ne le font pas. Et vous voyez que tous les pays qui sont au-dessus de 80% de couverture vaccinale font tous une vaccination scolaire. Donc, très clairement, là aussi, il y a une corrélation qui est forte. Et vous voyez que là, la vaccination de la France était très au-dessous, même si maintenant on est en orange, mais on était loin du compte. La suivante. Voilà, donc là vous avez les principaux pays qui sont bleus. Alors nous on est en bleu, mais depuis pas longtemps. Hein. Alors le bleu c'est la vaccination mixte à la fois en ville et scolaire. Mais vous voyez que les grands pays, et vous voyez que parmi ceux qui sont les mieux couverts, hein, le mieux couvert c'est quand même la Suède, la Norvège, le Royaume-Uni. Hein. Et eux ils font essentiellement de la vaccination scolaire. Donc je crois qu'il faut se poser les bonnes questions et c'est ce qu'on a essayé de faire en Nouvelle-Aquitaine. La suivante. Voilà, donc ça c'est les chiffres français pour qu'on soit à peu près au clair sur les chiffres actuels. Ça c'est les chiffres BSP 2023, hein, donc c'est tout récent. Vous voyez que globalement, à l'échelon français, on est à une dose à 15 ans pour les filles, on est à un peu plus de 45%, et deux doses à 16 pour les filles, toujours à 37%, hein, bon, ce qui est en progression, mais en progression très lente. Hein. La suivante. Chez le garçon, donc une dose à 15 ans, alors là vous voyez que France entière on est à 12,8, un peu moins de 13%, alors on a franchi les 13 là récemment, mais enfin c'est quand même très très faible, et les deux doses à 16 ans, 8,5. Donc là aussi, je pense que quand on a confronté toutes ces données-là, sans être un épidémiologiste de haut niveau, je crois qu'il faut en tirer les conclusions qui s'imposent. La suivante. Une fois qu'on a établi ce rationnel sur la nécessité de faire une vaccination scolaire, comment on a fait en Aquitaine? Alors, l'idée, c'est que je n'ai pas de leçons à donner, mais enfin, l'idée, c'est qu'on a quand même finalement travaillé beaucoup et il y a des trucs qui ont marché, d'autres pas. Et donc, c'était l'idée de vous donner quelques infos sur comment nous, on a pu procéder. Donc, je voulais expliquer, sensibilisation de l'ARS, à commencer par son DG et un certain nombre de ses directeurs de service. Et on a commencé à travailler là-dessus dès fin 2021. On a créé un petit collectif qui a réuni un certain nombre de professionnels de toutes origines et d'usagers également sur le papillomavirus. Un groupe de travail avec l'ARS, avec la CRSA. Alors la CRSA, c'est quelque chose qui me trouve assez pratique. Ça, c'est la conférence régionale de santé et de l'autonomie qui regroupe tout ce qui est le monde de la santé. C'est l'organe principal de la démocratie sanitaire. C'est un peu pompeux, mais l'avantage, c'est qu'on touche d'un coup tous les représentants, des médecins, des professionnels de santé, libéraux, hospitaliers, participants au service public, des usagers, des établissements de santé, des URPS, etc. Et donc, ça permet d'avoir finalement un discours assez large. Et puis très vite, on a mis en place une task force avec l'ARS, on a commencé à faire des formations pour les URPS, pour les professionnels, des réunions d'information publique pour les usagers. Et dès novembre 2022, on a commencé à travailler avec les académies, ce qui n'est pas forcément la dimension la plus simple. Parce que vous imaginez, 3 académies avec l'éducation nationale, c'est un petit peu compliqué. Mais moi j'ai eu la très bonne surprise d'avoir 3 rectrices, des femmes. Peut-être que ça compte, hein, je crois qu'il faut le souligner, en Nouvelle-Aquitaine, parce qu'il y a 3 académies en Nouvelle-Aquitaine, et qui ont été extrêmement proactives
Et ça s'est plutôt bien passé. On a commencé à faire des groupes de travail, des formations au personnel scolaire. Moi, j'ai été surpris. Le personnel de santé scolaire en Nouvelle-Aquitaine, c'est 1000 personnes. Et donc, on a fait un grand webinaire au début pour lancer cette information-là. Et on a fait un webinaire avec 800 personnes. Je ne pensais pas qu'on arriverait à travailler aussi bien avec eux. Et quand on leur dit qu'ils n'allaient pas vacciner, que ça allait être des équipes mobiles, ils ont tous dit, que ce soit les médecins ou les infirmières, mais nous, est-ce qu'on pourra vacciner? Donc finalement, je m'attendais, alors c'est peut-être un peu mon côté anti-vax et lutte contre les anti-vax qui m'incitait à ça, mais je m'incitais plutôt à une résistance assez virulente, et en fait, pas du tout. Voilà, et puis en décembre 2022, on a monté un groupe de travail, il y a eu un appel à projet sur lequel je vais revenir, et le président Macron a annoncé la campagne nationale HPV en février 2023. Voilà, la suivante. Donc du coup, on va passer rapidement. Consentement important en France, on est sur du opt-in. Il y a deux modalités de recueil de consentement. Soit on fait une information aux parents et on attend qu'ils répondent favorablement à la proposition de vaccination. C'est l'opt-in, c'est ce qu'on a choisi en France. Et l'opt-out, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est ce qui a été choisi dans les pays nordiques, c'est ce qui a été choisi aussi en Australie. Le opt-out, c'est-à-dire que on envoie une information et ceux qui ne manifestent pas une opposition explicite à la vaccination sont considérés comme consentants et on vaccine leurs enfants. Donc évidemment, on comprend facilement que dans ce cas-là, la couverture vaccinale va monter plus vite. Évidemment, en France, c'est pas ce qu'on a choisi et clairement, normalement, c'est les deux parents, contrairement à ce qui a été fait pour le Covid. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour le Covid, la vaccination des enfants, il suffisait qu'il y ait un parent qui soit d'accord. Pour l'HPV, on est revenu au consentement des deux parents, ce qui parfois est compliqué, en particulier dans les familles recomposées. Alors, il y a des astuces. En Aquitaine, on a mis un peu des astuces où si l'un des parents acceptait de s'engager pour l'autre, mais enfin, ça complique quand même un petit peu le recueil des consentements. La suivante. Alors, en Aquitaine, ça n'a pas été partout comme ça. En Aquitaine, on a eu un appel à projet au 31 janvier 2023. Et donc, vous avez compris qu'à titre personnel, j'y ai participé pour la quasi-totalité des départements. Il y a 23 centres de vaccination scolaire en Aquitaine, c'est-à-dire pour 22 départements. Donc, en gros, c'est à peu près un par département. La suivante. Alors, très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça peut être assez fastidieux, mais s'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Grosso modo, l'idée, c'est que les centres de vaccination doivent être déclarés et agréés. Alors, les centres de vaccination, les centres de vaccination sont départementaux, tous ceux qui font du vaccin jusque-là, et les établissements de santé, qu'ils soient publics, privés ou ESPIC, sont considérés comme des centres de vaccination, puisqu'ils en ont à la fois la compétence, ne serait-ce que pour leur personnel, et qu'ils l'avaient aussi obtenu au moment des vaccinations Covid, puisque vous savez que la plupart des hôpitaux et des cliniques au moment du Covid avaient une activité de vaccination au Covid. Et puis, c'est des équipes mobiles qui sont recrutées par les centres et qui vont se déplacer sur place. En Nouvelle-Aquitaine, c'est 644 collèges qu'il fallait finalement vacciner, ce qui représente quand même à peu près, en gros la cible, c'était 70-80 000 enfants. Donc, classe de 5e. Pourquoi classe de 5e? Parce que c'est la seule classe où on est sûr qu'ils ont plus de 11 ans et moins de 14. Et donc, on peut cibler la vaccination à 2 doses, qui est à la fois moins cher et plus simple à organiser. Le suivant, voilà, donc je vous fais les territoires. Voilà, donc là, moi, j'ai la Dordogne, j'ai le sud de Vienne et puis j'ai la Corrèze. Voilà. La suivante, voilà, donc Bergerac, Brive et Poitiers. Ça, c'est ce dont je m'occupe à titre personnel, mais je participe aussi au CODIR du système à l'échelon régional. Alors, il y a eu un protocole qui a été très vite organisé. Alors, nous, en fait, on avait écrit un protocole et un cahier des charges avant même que le protocole national soit écrit, ce qui nous a mis un petit peu parfois en difficulté parce qu'on avait un cahier des charges qui était peut-être un peu plus exigeant et un petit peu plus performant, mais enfin bon, on a transigé avec le cahier des charges national. La suivante. Alors, l'autorisation parentale, je vous en ai parlé, c'est donc un opt-in. Alors, il y a un recueil qui a été fait essentiellement par voie numérique, en passant entre autres par les logiciels de communication entre l'éducation nationale et
les parents d'élèves, Pronote pour ne pas le citer essentiellement, mais il y en a d'autres. Par contre, alors on s'est vu refuser. Alors nous, on a fait ça d'emblée. Alors ça, c'est l'Éducation nationale qui s'en charge. Nous, on n'a pas été chargé de faire ça, ni même de l'information. Mais très clairement, après, nous, on était intéressés parce qu'on était en bout de course pour le recueil de ces données pour préparer les campagnes vaccinales. Et bon, nous, on a fortement poussé pour un système numérique, mais il y a 2 départements en Nouvelle-Aquitaine qui refusent. Pour des raisons plus ou moins valables. Alors c'est vrai qu'il y a des zones blanches numériques, plus ou moins, mais aussi je pense que c'est des gens qui n'ont pas nécessairement l'expérience du numérique, ce qui est un peu dommage parce qu'il y a des outils, et je pense en particulier à mesvaccins.net, qu'on a utilisé très largement, qui ont, Jean-Louis Coq, que certains d'entre vous connaissent certainement, a développé un module spécifique pour la vaccination en milieu scolaire, à la fois pour le recueil des consentements, à la fois pour la gestion des doses, pour la gestion des rappels. Enfin, c'est un outil qui est extrêmement performant et je crois que c'est dommage de s'en priver. Ça permet aussi d'utiliser les données pour faire des statistiques et pour faire de l'épidémiologie descriptive pour la suite. La suivante. L'autorisation ne va pas rentrer trop loin. Donc, l'opt-in, opt-out, je vous en ai parlé. On a accepté jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire que les consentements peuvent être écrits et peuvent être... la deadline, c'était le 30 septembre pour une vaccination qui a commencé début octobre, mais on a accepté des consentements encore plus tardifs et on a même accepté des consentements qui étaient fournis le jour même de la vaccination dans l'établissement, ce qui nous obligeait à avoir un certain nombre de doses d'avance, mais ça se passait assez bien. Bon, voilà, je ne rentre pas trop dans le détail, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps sur le consentement. C'est disponible sur le site de l'ARS Nouvelle-Aquitaine et probablement aussi dans d'autres régions. Je me tiens à votre disposition si ça vous intéresse. Je pense que c'est important qu'on se mouille tous en région parce que des retours que j'en ai, il y a des très très grandes inégalités entre l'implication des ARS et des professionnels et les taux de couverture attendus ne sont pas les mêmes sur tous les territoires. La suivante. Voilà, donc là, c'est le consentement en détail. On va passer rapidement. Alors, la campagne de vaccination scolaire est totalement gratuite. Les doses sont payées par l'assurance maladie et toute l'organisation de la campagne, les équipes de vaccination et toute l'organisation de la campagne est payée sur des fonds FIR qui sont attribués par les ARS. La suivante. Voilà, donc l'autorisation parentale, alors c'est un peu petit, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais l'idée c'est qu'effectivement le top de la vaccination, enfin l'organisation de la vaccination part du consentement parental et nous on s'organise en termes de gestion des équipes et des doses et du recrutement des enfants à partir de ça. Étant entendu que les équipes vaccinales que je coordonne ne sont pas en charge de l'information et de la médiatisation de la campagne scolaire dans les établissements de l'éducation nationale. La suivante. Voilà, ça c'est le document qui est remis soit de manière numérique, soit de manière papier dans le cartable des enfants. Bon, après, il a des défauts et des qualités. C'est toujours pas très facile. C'est un document administratif avec toutes les contraintes réglementaires que vous imaginez. La suivante. Alors, il y a eu aussi des campagnes assez sur les réseaux sociaux, qui étaient des campagnes institutionnelles, mais qui, je crois, étaient quand même assez présentes. Et du coup, donc, vous voyez comment ça s'est passé. Nous, on a contacté les collèges pour organiser les campagnes et à de très rares exceptions près, je crois sur les 644 collèges, il y a eu 2-3 collèges qui ont totalement refusé de participer, ce qui sur 644 n'est pas très significatif. Plus inquiétant, il y a eu des difficultés dans les collèges privés qui ne sont pas obligés par la réglementation à participer aux campagnes. C'est à la volonté, selon la volonté et c'est soumis à acceptation des directions des établissements scolaires. Et il y a eu au début un certain nombre de collèges, un certain nombre
de responsables diocésains de l'enseignement qui, pour des questions diverses, plusieurs prétextes, l'idée principale qui ressort des débats que j'ai pu avoir, parce que j'ai contacté ces gens-là, c'était qu'ils assimilaient un petit peu la vaccination HPV à 11 ans à un passeport pour une vie sexuelle débridée, à une adolescence précoce. Ce qui évidemment n'est pas du tout le cas. Alors j'ai eu beaucoup de mal à les convaincre. Je vous promets que j'ai entendu ça. Hein. J'aurais été incapable de l'inventer. Sachez quand même, c'est intéressant pour vous qui êtes probablement des acteurs de cette campagne, que il y a des tas d'études, en particulier en Australie, qui montrent que les comportements sexuels des adolescents vaccinés ou non sont exactement tous identiques. En particulier, l'utilisation des préservatifs, date au premier rapport, nombre de partenaires, etc. Donc, c'est un argument qui très clairement ne tient pas sur un plan purement scientifique. Et puis après, il y avait un problème d'organisation. On a eu des plaintes sur l'idée que certains établissements n'avaient pas été rémunérés de ce qu'ils devaient pour les campagnes de vaccination Covid. Enfin, il y avait un règlement de compte entre l'ARS et les établissements privés. Donc, c'était un petit peu difficile. Mais globalement, en tout cas au début, on a réussi à recruter la quasi-totalité des établissements scolaires. Ils étaient de l'ordre d'une vingtaine à ne pas vouloir participer. C'était assez faible. Numérisation, je vous en ai parlé. L'outil mesvaccins.net a été retenu après un appel d'offres par l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Et on l'utilise très largement, y compris en lien avec Santé publique France pour des utilisations scientifiques avec avis de recherche épidémiologique sur la campagne de vaccination. La suivante. Alors voilà, ça c'est la fiche mesvaccins.net pour vous dire qu'on a des outils adaptés. La suivante. L'habilitation des centres, on va passer rapidement, je pense que je suis en train de prendre du retard. La suivante. Donc il y a eu un calendrier qui a été mis en place et qu'on a tenu avec une première vague d'informations au mois de juin et puis une deuxième vague dans le cours du mois de septembre avec un recueil attendu pour fin septembre et des actions de vaccination qui est démarré début octobre. La suivante. Alors, ça, c'est les recueils de consentement au 27 septembre, donc un petit peu avant la clôture. Et vous voyez que globalement, on était au total autour de 20% pour les meilleurs départements. Petite décision. Alors attention, si on ne prend pas tout, c'est des résultats dont il faut se méfier parce que les consentements papier ne sont pas inclus dans ce tableau. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est autour en moyenne et on espère 20%, ce qui est au-dessous des objectifs du ministre. Vous savez que le ministre Adrien Rousseau avait annoncé un objectif à 25% de couverture vaccinale en collège. Malgré tout, je crois qu'il faut rester aussi réaliste. Dans toutes les études expérimentales qui avaient été faites avant, que ce soit Prévache-PV, que ce soit l'étude dans le Grand Est qui avait commencé sur quelques dizaines de collèges à établir une campagne vaccinale, c'était les chiffres qu'ils avaient autour de 20%. Donc je crois que c'était à peu près ça qu'on voulait obtenir. Donc ce sera un petit peu plus parce que ça ne tient pas compte des consentements papier et des consentements de dernière minute. Ça sera un petit peu plus aussi parce que, et ça on commence à avoir des retours, je pense au fichier GERS, auquel je n'ai pas personnellement accès, mais les ARS et les Santé publique France y ont accès. Ce fichier GERS, c'est le reflet des consommations de produits pharmaceutiques dans les pharmacies, par territoire et par unité de temps qui sont très précises, c'est la semaine. Et la vaccination de ville booste en même temps que la vaccination scolaire. Donc très clairement, il faut s'attendre, et c'est une bonne nouvelle, à ce que la vaccination scolaire en ville augmente de manière synchrone avec la campagne de vaccination scolaire dans des proportions qui sont pour l'instant pas connues. On aura les chiffres, je pense, et je l'espère, j'en ai parlé à plusieurs reprises avec Sylvie Collet, qui est la responsable de l'ARS qui s'occupe de ça, mais qui sort de Santé publique France, on n'aura pas les chiffres avant septembre 2024. La suivante. Voilà, donc ça c'était la campagne de communication. Il y a eu plein de choses. On pourrait revenir si vous le voulez. On va avancer parce que je vois l'heure qui tourne. Hésitation vaccinale, ben pas trop. Nous, on a eu quelques tags sur des collèges. On a eu des hésitations, particulièrement dans les collèges privés, mais finalement, il n'y a pas eu grand-chose. La suivante.
Donc, voilà, je pense que ce qui s'est bien passé en Nouvelle-Aquitaine, c'est l'idée qu'on était région pilote, donc on a pris de l'avance, et là, c'est clairement une question calendaire, hein. Qu'il y a eu un alignement rapide, qui n'était pas forcément évident au départ, hein, et en particulier avec les académies, que l'ARS avait quand même une volonté de faire, hein, et c'est rare, et donc je tiens à saluer, je passe suffisamment de temps à râler auprès des administrations de santé, mais là, on a eu vraiment des interlocuteurs motivés. Et puis, on a une hésitation vaccinale modérée. La suivante. Alors, la suivante, vous savez qu'il y a eu un accident, et ça, c'est terrible. Il y a eu un accident dans la région nantaise, à Saint-Herblain, dans un centre de vaccination, où un jeune garçon de 12 ans a fait, à la suite de la vaccination, alors qu'il était assis sur une chaise, puisqu'il est prévu qu'il y ait une phase de repos prévue sur une chaise pendant un quart d'heure, justement pour éviter qu'un malaise vagal ne survienne dans la rue. Et ce garçon a fait un malaise vagal, il a fait une chute en arrière avec une fracture du crâne. Il s'est trouvé que le médecin vaccinateur de ce centre était un urgentiste du CHU de Nantes, qui évidemment a tout de suite engagé les procédures nécessaires. Ce garçon a fait un séjour d'une semaine en réanimation, et il est mort sans qu'on ait pour l'instant de cause clairement identifiée, en tout cas au niveau à l'échelon public. Et c'est un drame. Je veux dire, je crois qu'on on peut pas être insensible à ça. C'est une catastrophe. Il y a eu une campagne derrière médiatique qui a été relativement, j'ai trouvé, sobre, et ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu un communiqué de presse de l'ARS Pays de Loire qui a clairement souligné l'aspect accidentel de ce décès, mais clairement, c'est terrible, hein. Et je me mets à la place des parents de cet enfant. L'idée a été très vite, hein, et c'est la fiche là que je suis en train de vous montrer. De mettre en place des actions pour éviter ça. Alors c'est quoi? On les assoit par terre maintenant, au lieu de les asseoir sur des chaises, et puis on leur met des tapis de gym. Ça c'est bien parce que c'est disponible dans tous les collèges, dans tous les gymnases, et pour éviter ça. Donc on a très très vite, hein, le soir même de l'accident, on a mis ça en place avec Sylvie là, à l'échelon régional en Nouvelle-Aquitaine, parce que c'est terrible. Alors, c'est clairement pas un effet secondaire du vaccin au sens pharmacologique du terme, mais clairement, il faut faire tout ce qu'on peut pour éviter ça. C'est dramatique. Il y a eu, par la suite, un mot d'ordre, hein, des autorités religieuses catholiques pour stopper la campagne dans les vaccins privés, hein. Et du coup, on a eu quelques collèges qui se sont retirés, mais pas tant que ça, hein. On avait, je crois de mémoire, entre 70 et 80 collèges privés. Il y en a une quarantaine, hein, donc grosso modo une moitié qui se sont retirés. Et globalement, on est toujours à l'heure actuelle sur un espoir de vacciner avant les vacances de Noël, hein, donc d'ici la semaine prochaine, à peu près 20% de l'ensemble des collégiens de Nouvelle-Aquitaine lors de la campagne scolaire. Évidemment, ça a agité un petit peu les mouvements anti-vax en région nantaise, mais finalement, l'impact pour l'instant n'est pas si grave que ça. Donc ça, c'est les chiffres qui datent du mois de début novembre, hein, et vous voyez que sur les 90 privés, voilà, il y en a quelques-uns qui se sont retirés, et vous voyez que sur les 70 000, on espère en vacciner à peu près 20%. La suivante, je crois qu'on va avancer chez la fin, je crois de l'aspect, voilà, j'insiste pas sur les... Alors bon, évidemment, vous imaginez qu'on a étudié les départements un par un. Un point intéressant, hein, c'est que, par exemple, dans les départements où il y a une très faible offre de soins et donc peu de vaccinateurs, on a souvent pas mal de réponses. Vous voyez, par exemple, qu'on est en Creuse, hein, on est à 21%. C'est aussi probablement parce que en Creuse, il n'y a pas beaucoup d'offres de vaccination et que les gens finalement ne se voient pas proposer forcément facilement en ville la vaccination HPV. C'est un des éléments, enfin, alors, il y en a plein d'autres, hein, parce qu'on est en train d'éplucher ça en détail, mais c'est un des éléments qui est quand même intéressant. La vaccination scolaire permet de créer une offre sur des territoires qui sont un peu en pénurie démographique de vaccinateurs. La suivante.
Voilà, donc ça, c'était les doses qu'on avait qu'on a réalisées au 26 octobre. Donc là, vous avez à peu près les données de ce qu'on a fait. Chiffres à consolider et qui sont vraiment très provisoires. Mais vous voyez que voilà, on va, je pense, probablement dépasser les 20%. La suivante. Alors attention, hein, pour avoir des retours de ce qui se passe dans d'autres régions, en Occitanie, ils sont à moins de 10. Hein. En Bretagne et en Haute-France, ça vaccine bien aussi. En Île-de-France, c'est pas terrible. Et je n'ai pas des chiffres aussi précis, évidemment, pour les autres régions, mais je pense que c'est très hétérogène. Voilà, je crois que c'est tout. Younes, la suivante, je crois que c'est plus. Voilà, donc là, on aura. Alors, l'idée aussi, et c'est ce qui s'est passé dans les autres pays, quand même un mot sur l'avenir, hein, c'est que globalement, la première vague, la première année de vaccination scolaire est toujours un peu difficile et le démarrage se fait toujours dans des chiffres qui sont de cet ordre-là, y compris en Australie. Hein, mais bon, ils ont pris beaucoup d'avance, mais enfin, ils ont eu les mêmes problèmes que nous au départ. Et ça a tendance à croître après avec le temps. Donc, je pense qu'il ne faut pas lever le pied, il ne faut pas se décourager. Et je pense que les 20-21% qu'on va avoir en Nouvelle-Aquitaine sont plutôt de bon augure pour l'avenir. Voilà, je crois que c'est tout pour la campagne scolaire. On a peut-être une discussion. On a quelques questions. Alors, on va commencer par Corinne Yvonne, qui a une question qui lève la main. Je vous en prie, Corinne, allez-y. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Parfaitement. Oui, donc je suis personnelle de vie scolaire. À ce titre, on m'a fait des rappels d'hépatite B, même après mon vaccin de Covid-19. Et j'étais mobilisée pour me faire vacciner par le Cardazil 9, parce qu'effectivement, dans les établissements privés, je ne sais pas pourquoi, il y a un blocage à ce niveau-là. Et je voulais être en exemple. Et apparemment, par rapport à mon âge et même le fait, j'ai avancé un argument important. Malheureusement, j'ai eu une grossesse extra-utérine. Sans col, on ne peut pas avoir de frottis. Donc, on est privé d'un certain nombre d'analyses préventives. Et donc, j'étais intéressée, moi, pour être en test pour le carte d'asile 9. Mais apparemment, il n'y a pas d'autorisation des ARS pour les personnes qui ont plus de 50 ans pour se faire vacciner. On ne nous délivre pas le vaccin. Les médecins n'arrivent pas à nous le faire vacciner. Est-ce que vous pourriez nous aider? Oui, alors vous avez le droit de vous faire vacciner. Ça n'est pas recommandé, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, ce qui ne veut pas dire que c'est interdit. Mais ça veut dire par contre que ce n'est pas remboursé. Ça, c'est clairement explicite. Hein. Dans la mesure où vous n'êtes pas dans les recommandations, ça n'est pas recommandé et ça n'est pas remboursé. Ce qui ne veut pas dire, on y revient tout à l'heure sur les vaccins post-conisation ou les vaccinations de l'adulte, ça ne veut pas dire que c'est interdit. Hein. De la même manière que le dépistage, quand on dit que c'est recommandé jusqu'à 65 ans, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les frottis à 65 ans. Ça veut dire qu'après 65 ans, il faut établir une relation bénéfice-risque individuelle. Et ça n'est aucun cas une interdiction. Hein. Donc voilà. Alors oui, la limite d'âge elle-même. Alors la limite d'âge, c'est 9 ans vers le bas. Et sauf erreur de ma part, il n'y a pas de limite vers le haut sur l'AMM. Hein. Mais ça ne veut pas dire que c'est utile non plus, et ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Hein. Alors après, sur la grossesse extra-utérine, le dépistage, grossesse extra-utérine et le dépistage, ça ne vous empêche pas, la grossesse extra-utérine, d'avoir un dépistage, hein, en aucun cas. Hein. Mais par rapport à l'âge, si vous voulez, pour l'instant, alors le principe de la vaccino, hein, je ne suis pas un grand vaccinologue, je sais qu'il y en a parmi nous qui sont probablement très bien informés là-dessus. En gros, on fait un protocole, on fait une étude, le protocole fonctionne, on a des résultats et on le reproduit. Et tant qu'on n'a pas de nouvelles données épidémiologiques, on est sur des campagnes de santé publique, hein, vaccination, qu'elles soient en milieu scolaire ou pas. Et donc, tant qu'on n'a pas de données épidémiologiques, et on l'a vu avec le Covid, eh bien, on ne change pas les protocoles de vaccination. Et très clairement, aujourd'hui, à 50 ans, je n'ai pas de données qui me permettent de vous dire faites-vous vacciner, c'est utile.
Alors après, oui, on a des éléments de dire, voilà, par exemple, à 45 ans, il y a, je crois, 2 ou 3% qui ont eu les 9 souches qui sont dans le vaccin en avalant. Bon, donc c'est tentant de dire, mais c'est une chose de dire, il n'y a que 2% des femmes qui ont eu les 9 souches qui sont dans le non-avalant, et c'est une autre chose de dire que la vaccination est utile et va leur éviter de faire un cancer. La médecine, ça ne marche pas comme ça, et les études épidémiologiques, elles doivent être menées jusqu'au bout. Donc il y a des éléments qui sont intéressants, mais c'est en aucun cas des éléments qui permettent d'établir une recommandation. Et il faut être clair. Hein, voilà. Donc non, j'ai pas c'est pas interdit de vous vacciner. Moi, je vaccine des femmes qui ont des conisations qui ont plus de 50 ans après une décision partagée et une information éclairée. Donc, c'est pas impossible. Mais par contre, il faut leur prévenir qu'elles risquent de pas être remboursées. Merci beaucoup. Merci Olivier. On avait une question de Anne Descartes Koressan qui vous demandait si les consentements ont été remis numériquement par les parents et si votre webinaire de formation personnelle de l'éducation nationale était accessible. Mais je vous laisse compléter la question, Anne, si j'ai oublié des choses. Alors, oui et oui. En 2 mots, oui et oui. Est-ce que les consentements ont été recueillis de manière numérique? Oui. Est-ce qu'ils peuvent être recueillis de manière papier? Oui. Et puis la deuxième question, c'était Le webinaire. Alors le webinaire, oui, il est sur le site de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Alors on l'a un petit peu saucissonné parce que c'est un webinaire qui faisait 2 heures. Donc, on l'a saucissonné question par question, mais il est disponible sur le site. Alors, je vous enverrai le lien par l'intermédiaire de Younes, là, mais il est disponible sur le site de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, par tranche de questions. Parce que c'est indigeste, hein, un webinaire de 2 heures, c'est indigeste. Donc, ça a été saucissonné, question par question. On était nombreux, hein, il y avait plusieurs intervenants. Il y avait un pharmacologue, il y avait un épidémiologiste, il y avait, on a parlé de la charge des maladies HPV, enfin, on a parlé un petit peu de tout, mais c'est disponible. Merci beaucoup, Olivier. Jean-Marie vous demandait si mon espace santé pourrait être utilisé pour recueillir le consentement. Alors, pour recueillir le consentement, à ma connaissance, non. Je ne pense pas qu'il y ait d'outils pour le faire. Par contre, on a, et Jean-Louis Coq a travaillé là-dessus, les carnets de vaccination, les CVE de mesvaccins.net peuvent être automatiquement transmis et mis sur le DMP de chaque enfant. Hein, et ça se fait très simplement. Alors par contre, là, ce qu'il faut dire quand même, c'est important, ça, c'est que ça nécessite, et ça a été fait en amont, alors nous on avait l'expérience de ça chez SAN parce qu'on a plusieurs centres de prévention qui font ça. Les carnets de vaccination, les CVE, sont préparés à l'avance hein, pour que, grosso modo, lors des périodes de vaccination, les vaccinateurs n'aient que quelques clics à faire pour valider la vaccination. Tout est prêt, c'est déjà listé. Et l'accès aux carnets de vaccination, les carnets de vaccination, évidemment, ne sont pas ouverts pendant les séances de vaccination, mais sont ouverts avant, avec une mise à jour sur les carnets de vaccination papier qui sont demandés et éventuellement transmis par les familles. Et étonnamment, ça n'a pas si mal marché que ça. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il y a 100% des familles qui ont donné des copies des carnets de vaccination papier, mais il y en a quand même pas mal. Et du coup, on a ouvert énormément de cancers, de carnets de vaccination électroniques en amont des séances de vaccination, de telle sorte que les vaccinateurs avaient accès à ces carnets de vaccination électroniques d'emblée, ce qui simplifiait leur tâche. À noter aussi que, comme pour le Covid, il y a une attestation de vaccination qui est remise à l'enfant le jour de sa vaccination en établissement scolaire directement, papier pour le coup, ce qui permet après, pour ceux qui ont oublié leur carnet de vaccination, de l'associer, de faire régulariser ensuite par un professionnel de santé. Et voilà. Oui, les nouveaux vaccinateurs, oui, les nouveaux vaccinateurs, bien sûr c'est important, hein, et que les sages-femmes et les médecins, alors les médecins, hélas, hein, vous savez, ne disposent toujours pas de doses, hein, et c'est pas que vrai que pour l'HPV, alors qu'évidemment, les pharmaciens en disposent. C'est un regret quand même de tous les représentants des médecins. C'est vraiment dommage, mais je crois qu'il faut se réjouir, hein, effectivement, que les pharmaciens, que les infirmières, que les sages-femmes puissent non seulement vacciner, mais aussi prescrire. Gilles avait une question. Je vous en prie, Gilles. Oui, Olivier, merci beaucoup. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien, Gilles, vas-y.
Ouais, merci. Est-ce qu'on connaît le taux d'adhésion à la vaccination HPV des médecins généralistes et des gynécologues? Par expérience et autour de moi, et tu parles de l'Occitanie et tu connais mon département cher Oui. qui est le Lot, autour de moi, c'est assez effrayant les réponses qu'ont obtenues les mamans qui voulaient faire vacciner les jeunes filles avec un refus catégorique, voire des contre-vérités que tu connais aussi bien que moi. Ouais. Alors, on a des chiffres. Le premier chiffre qui est assez bien fait, c'est la couverture vaccinale. Et la couverture vaccinale, on a non seulement département par département, mais on a des échelons infradépartementaux. On a les prescriptions, hein, des médecins, et donc on sait ceux qui prescrivent ou pas des vaccinations. Tu sais qu'à ce sujet-là, il y a une très belle étude qui a été faite par Jérémy Vard, hein, qui est un sociologue de Marseille, qui a fait une étude sur les médecins généralistes hésitants vaccinaux de PACA, en les identifiant par leur prescription avec le CNDS. Et ça, c'est super intéressant. Je ne pense pas, enfin en tout cas à ma connaissance, je ne pense pas que les ARS utilisent ce type de données pour flécher et pour convaincre les médecins hésitants, mais en tout cas les données, si on les cherche, elles existent, oui. Okay. J'ai une deuxième question, si je peux me permettre de poser 2 questions. Bien sûr, Est-ce que on a fait ce travail avec les enseignants, en particulier de SVT au collège, qui Mhm. parfois ont aussi des discours borderline sur la vaccination? Alors c'est vrai, d'autant que si tu veux, nous on a été dépossédés de l'information auprès des collèges, hein, parce que nous on était prêts à aller la faire. Pour être honnête avec toi, à titre personnel, je suis allé participer à des informations, mais qui étaient pilotées par l'Éducation nationale. J'ai choisi délibérément un collège, un grand collège privé en Vienne, qui était donc privé et qui était en plus dans une zone territoriale où il y avait plusieurs écoles primaires Montessori, dont on connaît l'éducation vaccinale affichée. Et en fait, j'étais étonné parce que ces gens-là n'étaient pas du tout anti-vax. Donc j'étais très étonné. En plus, il nous a fait la gentillesse de non pas de faire une réunion d'information spécifique HPV, mais de mettre ça en même temps que la réunion scolaire de début d'année, donc avec toutes les informations à faire passer aux parents d'élèves, et donc a priori peut-être plus attractive qu'une réunion purement vaccin HPV. Donc moi, j'ai pas été trop confronté à ça. Par contre, je pense qu'effectivement, là où tu as raison, c'est que peut-être qu'il faut plus s'appuyer sur le personnel médical de l'éducation nationale que sur les professeurs de SVT, qui sont parfois effectivement hésitants vaccinaux et qui sont parfois pour problème de la santé de la femme. J'ai vu, je ne sais pas si tu as vu passer ça, ils ont parlé par exemple de l'endométriose en quatrième, il fallait parler de l'endométriose. Alors j'ai une fille à un moment qui est en quatrième, qui n'est plus depuis longtemps, mais quand j'ai vu le nombre d'insanité qu'on racontait à nos filles sur l'endométriose en quatrième, c'était, et je parle à un grand spécialiste au grand spécialiste que tu es, Gilles, de l'endométriose, mais c'était incroyablement médiocre, quoi. Et je pense qu'effectivement, le personnel scolaire, et moi j'étais étonné, hein, je te dis, c'est impressionnant, moi, 800 personnes dans un webinaire, et avec des gens qui disent, alors après, je pense que c'est toujours la même chose, hein, on a envie de ce qu'on n'a pas. C'est-à-dire qu'on leur a dit, ben non, il y a des équipes vaccinales qui vont venir. Je pense que si on leur avait dit c'est vous qui vaccinez, ils nous auraient dit trop de travail, etc. C'est compliqué, on ne va pas le faire. Bon, là on leur a dit non, vous n'avez pas le temps, vous avez d'autres missions, c'est pas votre mission, donc on va vous envoyer des équipes scolaires, des équipes mobiles. Et du coup, ils ont dit nous et nous et nous. Alors du coup, si tu veux, il y en a certains, hein, et ça a été accepté par l'ARS, il y en a certains à qui on a donné la possibilité de faire du rattrapage sur les autres classes que les générations de 5e pour faire du rattrapage. Et donc, il y a certains établissements qui se sont mis, avec le personnel scolaire, à faire du rattrapage. Donc finalement, je pense qu'avec le personnel scolaire, et après, bon, c'est pareil, je pense que c'est très personne dépendant. Enfin, tu sais bien comment ça marche, hein. Tu peux avoir des SVT qui sont très opposants et puis d'autres qui sont plutôt très favorables. Même chose pour les acteurs de santé scolaire. Bon, on a 3. Alors, dans chaque académie, il y a un médecin-chef représentant. Et je pense que, alors là, c'est très hiérarchisé, hein, et pour le coup, là, par exemple, sur les législation vaccinale des établissements publics, j'étais étonné. Alors bon, c'est aussi parce qu'on a des directrices qui sont motivées, hein, mais j'étais étonné de très clairement, les rectorats ont fait péter leur galon dans les établissements scolaires publics qui ne voulaient pas vacciner. Ça n'a pas été possible
dans l'établissement privé parce que la réglementation ne le permettait pas. Et c'était à leur bonne volonté d'accepter ou non la campagne vaccinale. Voilà. Mais oui, il y a un gros doute sur un certain nombre de médecins généralistes. Bon, par exemple, chez nous, hein, Lot-et-Garonne, alors on se rapproche de chez toi, mais Lot-et-Garonne, c'est encore on est encore en Aquitaine, hein, et Lot-et-Garonne, c'est clairement identifié en Aquitaine comme le département le plus hésitant au vaccinal. Merci, bravo en tout cas pour ta pugnacité et ton acharnement. Merci Gilles. Bon, c'est grâce à toi, entre autres, mais c'est aussi avec toi qu'on a fait ça. Tu le sais bien. Merci beaucoup Olivier. Merci Gilles pour vos questions. Ce que je vous propose Olivier, c'est de passer à la dernière partie. Ouais, on va essayer d'aller assez vite. Donc là, on nous a semblé intéressant de pouvoir vous questionner sur la vaccination. C'est l'enjeu actuel, c'est l'enjeu d'actualité. Je repartage mon écran. Normalement, c'est bon. Ouais, alors merci à Philippe, hein, qui vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous. Alors les recos, vous les connaissez, on va avancer rapidement. Il y a beaucoup de diapos, donc on va aller très vite. Les recos, en général, vous les connaissez, 11-14 ans, rattrapage jusqu'à 19 ans. L'idée, c'est de vacciner effectivement les 20-26 ans. Hein. Alors, vous savez que dans l'histoire, alors ça, c'est un vrai problème. Hein. J'avais une diag, je crois que je ne l'ai pas mise, mais les recos vaccination HPV depuis 2006 ont changé en moyenne tous les 18 mois. Hein. Donc, si vous voulez, ça a de quoi perdre on a de quoi perdre les meilleures volontés des soignants vaccinateurs. Par exemple, je vous rappelle l'histoire qu'il faut absolument oublier de la vaccination avant les premiers rapports sexuels. Ça n'a aucune légitimité scientifique. Et avec des recommandations qui sont complètement ahurissantes. Hein. Alors, on vaccine les garçons de moins de 19 ans qui ont des rapports avec les garçons, pour ne pas dire homosexuels, mais alors les garçons de 16 à 19 ans, on leur demande s'ils sont homosexuels avant de les vacciner. Enfin, c'est ahurissant. C'est ahurissant. Et bon, je crois qu'il faut qu'on arrive à convaincre nos pouvoirs publics que le rattrapage, au stade où on en est, on en a encore besoin en France, hein, et qu'il faut vacciner jusqu'à 26 ans les garçons, les filles, et quelle que soit leur sexualité. Je crois que la discrimination, il faut arrêter la discrimination. Quand on entend parler des discriminations aujourd'hui, et quand on produit des recommandations de cette sorte, où il faut vacciner un coup les homosexuels, un coup pas les homosexuels, un coup les filles, un coup les garçons, pas au même âge, etc. Stop. Je crois qu'il faut être réaliste. Et là, pour le coup, il y a des données épidémiologiques solides, très robustes, pour montrer que là, ça a un vrai intérêt. Hein. Je vous rappelle que, grosso modo, c'est Ley, hein, Ley, c'est 2020, c'est un Suédois qui a publié la première étude qui montre que le vaccin HPV prévient en population du cancer du col infiltrant. Donc là, ce qui est venu bien avant les modèles mathématiques que nous avaient promis les statisticiens, et qui a montré que si on vaccine avant 17 ans, c'est moins 90% de cancer du col, et que si on vaccine avant 30 ans, c'est moins 60, 50, 60%. Hein. Donc c'est ça à peu près les chiffres. Ça, c'est de la population, c'est vraiment des données majeures. Et donc l'idée de discriminer sur le sexe ou sur les comportements sexuels, ça me paraît tout à fait insupportable. Voilà, donc le HSCP a émis des recommandations. La suivante, on va avancer un petit peu. Donc l'idée, c'est ce que je vous disais, c'est que y a des risques qui sont encore élevés. La suivante, on va voir cette diapo dont je vous ai parlé tout à l'heure qui va arriver là. Voilà. Alors vous voyez la prévalence des infections HPV. Là, on n'est pas sur les cancers, on est sur les infections HPV selon les tranches d'âge. Alors vous voyez ce qui était connu déjà chez la femme, c'est-à-dire qu'on a en fait une première vague avant 30 ans, où finalement ça correspond au début d'une vie sexuelle. Et puis on a une recrudescence des infections HPV autour de 45-50 ans, ce qui correspond probablement à un phénomène sociétal, hein, où finalement les couples se défont, se refont dans ces tranches d'âge-là. Chez l'homme, c'est différent. Il y a une stabilité plus globale. Hein. On ne retrouve pas ces deux pics d'âge. Mais vous voyez très clairement chez la femme, on peut imaginer que pour prévenir ce deuxième pic de la quarantaine, il pourrait être intéressant de les vacciner avant.
Et c'est là-dessus que se pose la reco FDA, hein, qui est assez light. Hein. C'est 26-45 ans aux États-Unis, c'est après une évaluation bénéfice-risque individuelle et un consentement éclairé, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais c'est déjà une porte ouverte. Et la FDA, vous imaginez, a clairement explicité ça sur un tas de données dont l'essentiel repose sur cette deuxième vague d'infection HPV à la quarantaine. La suivante. Voilà, donc l'idée, c'est d'offrir ça aussi aux gens, bien sûr, qui ont des... C'est étonnant, hein, comme le message de la... Je suis étonné par le nombre de gens qui me disent que le message de la vaccination après les contre-indiqués après les premiers rapports sexuels est resté. Hein. C'est vraiment dramatique. Hein. On a vraiment beaucoup de mal avec cette reco-là. Alors après, il y a eu tout un tas de confrontations entre test PCR-, test PCR+, sérologie plus, sérologie négative et la vaccination. Et en gros, si vous voulez, il n'y a pas de données spécifiques. Ces études concluent toutes sur l'intérêt d'une vaccination sans triage préalable. Donc aujourd'hui, ça ne sert à rien de tester avant ou pas la vaccination. Pourquoi ça ne sert à rien? Tout simplement parce que, encore une fois, vu le nombre de souches du vaccin, donc 7 souches oncogènes, hein, 7 souches oncogènes dans le vaccin, et le nombre de souches avec des PCR+ chez les femmes des tranches d'âge vaccinées, il n'y a pas de cohésion. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment personne qui a eu une infection avec les 7 souches oncogènes. Et c'est pour ça qu'il persiste, au moins pour une souche, toujours un bénéfice potentiel de la vaccination. Et donc l'idée, c'est de dire, est-ce que c'est un intérêt de faire un test PCR avant? Non, ce d'autant que ça ne préjuge pas de ce qui s'est passé 6 mois ou 1 an avant et de ce qui se passera 6 mois ou 1 an après. Donc finalement, il ne sort pas d'indication spécifique à l'issue de ces études-là de confrontation des tests PCR et des sérologies HPV et par sérotype pour poser ou pas une indication de vaccination. Voilà, la suivante. Alors, on va aller passer tout de suite peut-être à la colonisation, parce qu'on est déjà au bout du temps, donc je vais aller assez vite. Donc, la tolérance, hein, chez les adultes, elle est bonne, hein, ça pour le coup, elle a été testée aussi largement, donc il n'y a pas de problème de tolérance chez les adultes au-delà de 19 ans. Les données sont très claires. La suivante. Voilà. Alors, il y a plein de pays qui vaccinent. Alors, vous voyez, c'est aussi ça qui est intéressant, hein. C'est qu'il y a beaucoup de pays qui ont déjà élargi, en tout cas jusqu'à 26 ans. Prévention des récidives. Alors, prévention des récidives, ça intéresse les gynécologues, mais j'en fais partie, donc c'est pour ça que je vais vous en parler un petit peu. La suivante. L'idée, c'est de dire que vous le savez, grosso modo, les taux de récidive à 5 ans, après colonisation pour un CIN de plus, c'est de l'ordre de entre 5 et 10%. Hein. Et donc, en dehors des instances sanitaires, en dehors des labos, il y a des gens qui ont commencé les premiers il y a une petite dizaine d'années à vacciner, alors sur des études observationnelles initialement, sur des petites séries, puis qui sont devenues de plus en plus grosses et qui restent pour l'instant des études observationnelles. Mais quand même, on a une méta-analyse avec 20 000 cas, quoi, hein. Donc 20 000 cas, si vous voulez, ça commence à être sérieux, même si c'est des études observationnelles ou avec des comparaisons sur des cohortes historiques. Hein. Et on divise par 2 à 3. En grosso modo, on va le faire schématiquement. Hein, je ne vais pas entrer dans le détail des chiffres, mais on divise par 2 à 3 le risque de récidive. Donc, c'est quand même troublant. Et je dois reconnaître qu'au début, moi, je n'ai pas proposé la vaccination initialement à mes patientes conisées en l'absence de données solides. Mais là, quand même, clairement, je leur en parle et je leur propose une décision partagée, comme ça se fait beaucoup. On n'a pas encore la réponse sur des études randomisées. Il y a 5 études, à ma connaissance, peut-être d'autres, mais en tout cas, c'est ce qui nous a été présenté au mois de février 2023 à Rogine. Il y a 5 études randomisées en cours qui ne donneront pas, puisqu'il faut au minimum 5 ans de recul, hein, pour établir le taux de récidive à 5 ans. Et donc, on n'aura pas les résultats avant fin 2025, hein, début 2026, de ces études-là. Mais là, on va avoir effectivement des données plus solides sur l'intérêt de la vaccination post-CIN2. C'est intéressant. Moi, je trouve
moi, je m'interdis de ne pas en parler aux patients au vu quand même des résultats qui sont quand même significatifs. Hein. La suivante. Voilà, donc l'idée, c'est qu'il faut qu'on arrive à convaincre nos autorités de santé d'établir des recommandations sur les adultes jusqu'à 26 ans avec le rattrapage, et on a besoin de rattrapage en France, hein, c'est très clair. La tolérance le permet, l'efficacité aussi, et ça se fait déjà dans plein d'autres pays. Et puis sur la colonisation, je crois qu'il faut travailler dessus, mais c'est un élément qui me paraît intéressant. On le sait tous, en tout cas les gynécologues le savent tous. On a des tas de patientes qui ont 2, 3 colonisations et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et si on arrive à diviser par 2 ou 3 leur risque de récidive, c'est intéressant. Calendrier vaccinal 2024, non, ça faut oublier. Faut oublier, c'est même pas à l'heure c'est pas à l'ordre du jour du CTV, donc non, on n'y est pas pour 2024, peut-être pour 2025, mais j'espère que ça va. Coût d'un vaccin, je vois sur le chat, coût d'un vaccin, 115 €. Hein, la dose de Gardasil, on a hélas le Gardasil le plus cher du monde, c'est 115 €. Remboursement 65%. Avec quand même, alors il semblerait quand même qu'il y a pas mal de régions et de caisses qui acceptent le remboursement à 100% à condition qu'il y ait un carnet de vaccination électronique. Merci beaucoup, Olivier. Alors, cette vaccination post-colonisation, c'était le dernier thème qu'on devait aborder ce soir. Anne a répondu à la question de Anne sur le calendrier vaccinal. On n'est pas très optimiste sur le calendrier vaccinal 2024. Peut-être un prochain en fonction des données qu'on aura. On espère. Il y a eu des recos de pas mal de sociétés savantes hein, qui se sont mouillées. Il y a eu des demandes. Bon, pour le coup, je suis assez proche du CTV et pour l'instant, il n'y a pas de. C'est pas l'ordre du jour des prochaines sessions là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou ce sera tout pour ce. Oui, Monsieur Villet, allez-y. Petite question, Olivier. Qu'est-ce que tu penses, toi, à titre personnel, d'une politique qui serait opt-out comme on a fait pour tu sais que pour le prélèvement d'organes, on a déclenché le système de façon différente. On pourrait imaginer, moi j'ai des enfants qui sont à l'étranger, qu'à l'école, tu reçoives un papier disant votre fils sera vacciné sauf opposition de votre part. Alors, ce n'est pas dans la politique, mais la question qui peut se poser, c'est si on fait ça, est-ce qu'on améliore les choses? Ce qui a eu de surprenant pour la transplantation, c'est que bien que maintenant, en principe, on a le don d'organes, sauf opposition de la famille, si tu veux, on s'est aperçu pour la transplantation, ce n'est pas du tout la même chose, qu'en fait, dans les salles de prélèvement et surtout dans les salles de réveil où sont les gens avec en possibilité, enfin, les patients qui ont des accidents qui sont susceptibles d'être prélevés, beaucoup de familles s'y opposent. Donc, je ne sais pas, j'arrive pas à me faire une idée fine pour savoir si le opt-in est mieux que le opt-out. Et tu as une idée là-dessus, toi? Est-ce que tu aurais préféré qu'on dise votre fils sera vacciné le temps, et sauf opposition de votre part? Alors, il y a des données dans les pays étrangers. Très clairement, par exemple en Australie, c'était du opt-out, hein, très clairement, et dans des pays nordiques aussi. Mais c'est pas forcé que ce soit transposable, parce qu'il y a un problème culturel, sociétal, qui fait que c'est pas parce que ça marche en Australie que ça marche forcément en France. Hein, donc il faut se méfier de ça. À l'étranger, ça marche. Il y a une hésitation. Alors, on dit toujours, ça m'insupporte un petit peu, parce que ça date de l'étude de Heidi Larson, là, qui date de 2016, que la France est le pays où il y a le plus d'hésitation vaccinale. Ça a été fait avec des indicateurs qui sont longitudinaux et qui ont été refaits après et qui montrent que ce n'est plus le cas depuis longtemps, et en particulier depuis l'obligation vaccinale des 11 vaccins pédiatriques d'Agnès Buzyn. Donc du coup, ça, je pense qu'il faut se sortir ça quand même de l'idée, parce que je crois qu'il faut qu'on arrête de colporter ça. La France n'est pas le pays le plus hésitant vaccinal, c'est pas vrai. Et finalement, cette obligation vaccinale des 11 vaccins, elle a quand même amené une augmentation très significative des couvertures. Donc du coup, ça a été une bonne chose, alors que l'éducation vaccinale, on se disait, l'obligation, on s'est dit quand même au départ tous, l'éducation vaccinale, ça peut être contre-productif. Il y a des pays pour lesquels ça a été très contre-productif, parce que le fait que ce soit organisé, c'est la théorie du complot. Hein. Et alors là, juste avant le Covid, on était en plein dedans et on est toujours dedans. Donc voilà, l'obligation vaccinale, c'est le complot des autorités sanitaires avec les labos, avec les professionnels de santé. Voilà, c'est le Big Pharma. Enfin, je vous passe les détails que vous connaissez tous.
Donc, je suis assez partagé. Je dois reconnaître que pour ma part, par exemple, l'obligation vaccinale, j'étais qu'à moitié favorable, mais ça marche. La question quand même de l'obligation vaccinale, c'est comment est-ce qu'on en sort? Et on l'a vu pour le Covid, c'est pas si simple, hein. Même si on y est à peu près arrivé, mais oui, comme maintenant qu'on en est sorti, on a des couvertures de Covid qui redescendent, même si je pense que c'était pas possible de la conserver beaucoup plus longtemps. Par rapport à l'opt-out, oui, moi je pense que quand même ce serait bien, hein. Après, sur le plan social, ça risque de faire des vagues, mais bon. Voilà, l'obligation vaccinale, ça a fait des vagues et puis ça s'est pas si mal passé que ça. Donc, à titre personnel, je pense que c'est une bonne idée, mais en termes de documents, enfin, sur le plan académique, est-ce qu'on peut tirer de la littérature là-dessus? Il faut se méfier. Il y a une dimension sociale, hein, et alors il y a beaucoup de sociologues, hein. Moi, je fréquente un peu les sociologues depuis que j'ai écrit ce bouquin et qui travaillent pas mal là-dessus. Il y a une excellente étude que je vous recommande. Je crois que Richard a peut-être été, parce que c'était la Fondation Descartes là, qui a organisé ça avec l'Académie de médecine, là, avec l'étude de Laurent Cordonnier qui a été financée par la Fondation Descartes, là, sur l'hésitation vaccinale et sur, d'une manière générale, les problèmes de société et de santé. C'est une super étude. Alors, elle est très longue. Je vous invite elle est en accès libre sur le site de la Fondation Descartes, hein. C'est extrêmement intéressant. Il y a tous les déterminants de l'hésitation et surtout les moyens de convaincre. Et les moyens de convaincre, très clairement, s'il y a une seule conclusion à tirer de ça, c'est que c'est les professionnels de santé de premier recours qui sont les mieux placés pour convaincre, hein. S'il y a un seul message à retenir de toute cette magnifique étude qui a été faite par Laurent, là, c'est quand même ça que moi j'ai retenu. Voilà. Donc oui, moi je crois à l'opt-out. Est-ce que si on le met en place en France, on aura obligatoirement les mêmes résultats qu'en Australie? Peut-être pas. Je te fais une réponse un peu normande, mais c'est comme ça. Merci, mais je pensais que c'était bien qu'on discute de ce sujet-là. Merci beaucoup, Olivier. Bravo encore. Merci beaucoup. On arrive sur la fin de cet atelier. C'était le dernier atelier de l'année 2023. On va se retrouver en 2024 avec d'autres thématiques. On communiquera bientôt dessus. En tout cas, c'était un atelier très intéressant. On ne peut plus d'actualité. Et s'il y avait un message peut-être à faire passer là sur la fin, ce serait lequel, Olivier? Non, je crois que le vaccin HPV, c'est un problème de santé publique. Il faut qu'on s'y mette tous. Moi, je pense que si vous voulez l'expérience d'Aquitaine, hein, s'il y a une seule chose que je retire de l'expérience d'Aquitaine, c'est qu'on arrive à faire marcher en Aquitaine parce qu'on s'y est tous mis. Les professionnels de santé, les usagers, les administrations et l'éducation nationale, et que c'est compliqué d'aligner tout ça, tout ce monde-là, mais c'est possible. Et j'y crois vraiment. Parce que, bon, on ne va pas faire de prospectives qui vont faire hurler les épidémiologistes qui sont peut-être parmi nous. Mais bon, si on part d'un taux de vaccination des filles en Aquitaine qui, grosso modo, on part de 50%, hein, à 15-16 ans, si on met 20% de plus en campagne scolaire, plus aller entre 5 et 10% sur la vaccination de ville, hein, eh bien, on est quasiment à 75, pas loin de 80. Donc, je veux dire, on a la capacité d'arriver à rattraper les nations qui sont des bonnes vaccinatrices, comme l'Australie, comme la Norvège, comme la Suède, comme le Royaume-Uni. On a la capacité de le faire et on commence à toucher du doigt les moyens qu'il faut mettre en place pour le faire. Ça suppose qu'on y aille tous, hein. Je veux dire, en Aquitaine, on y est tous allés. Alors, il faut se bouger tous, très clairement, et puis il faut faire bouger nos copains, mais ça peut fonctionner. Et je crois que s'il y a un message qu'il faut faire passer, c'est celui-là. Et bien sûr qu'il faut mettre en œuvre tous les moyens, toutes les modalités de vaccination possibles. Mais ce qui paraissait, je vous rappelle qu'il y a une dizaine d'années, hein, on était à peine 12%. Hein, donc voilà, bon, aujourd'hui, je pense qu'on va finir en Aquitaine, en tout cas pour nous, à la fin de l'année scolaire 2023-2024. On va finir pour les filles à, j'espère, pas loin de 70. Hein, donc on peut y arriver. Et il faut qu'on se monte les manches, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais je suis sûr que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont dans la même démarche. Donc je compte sur vous. Voilà. On compte sur nous, Olivier. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Très bonne fin d'année à tout le monde. Et on se retrouve donc en 2024. Au revoir. Merci à vous. Merci beaucoup, Olivier.